Bien le bonsoir, c'est de pire en pire sur l'écosystème crypto, du moins c'est ce que l'État, les gouvernements et surtout les news essayent de nous faire croire avec donc les multitudes d'enlèvements qu'il y a de partout. C'est clairement catastrophique et je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, à savoir d'expliquer, de démontrer que non, les crypto-monnaies, l'écosystème crypto, ça n'est pas plus facile à voler à n'importe quoi que des lingots d'or, des coffres forts ou je sais pas quoi. Au contraire, c'est même beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez entendu parler par exemple de tel ou tel argent qui s'est fait cambrioler dans le 16e arrondissement de Paris? Absolument pas, pourtant on sait qu'il y a tous de l'argent là-bas dans certains coffres, donc c'est assez fou de voir un tel afflux médiatique sur ce genre de truc là qui accentue finalement ce type d'attaque. Donc j'aimerais bien que ça se calme et que les gens prennent conscience de l'éducation qu'ils doivent mettre en place pour eux, pour leur famille et surtout pour le monde et l'éducation générique qu'on met en place sur l'écosystème crypto. Donc venez, rendez-vous compte de concrètement comment ça se passe, faites du bruit et rencontrez un petit peu l'écosystème Bamboufine qui est selon nous extrêmement important, si ce n'est le plus important. Vous connaissez notre phrase, apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. Bref, en attendant, on va regarder rapidement ce qui s'est passé au niveau des news, on va regarder rapidement les actus sur Cryptost cette fois-ci. Et on va faire le point de tout ce qu'il y a eu ce week-end et analyser rapidement cette semaine qui, quand même, comme tout le temps en ce moment depuis qu'on est avec Donald Trump, peut changer très rapidement. Bref, trêve de bavardage, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, c'est un énorme soutien et ça fait extrêmement plaisir à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et on continue directement sur la vidéo. Juste petite piqûre de rappel, mais au moment où je vous tourne la vidéo, on a Bitcoin qui est aux alentours des 104 000 $ avec une dominance qui a, ça y est, de nouveau rebaissé aux alentours des 62,58%, à savoir notre zone assez importante qu'on surveillait depuis longtemps. Et du coup, au niveau des news, que s'est-il passé rapidement ce week-end? On a eu quand même pas mal de choses assez sexy qui sont tombées et aussi de très très mauvaises nouvelles. Donc on va regarder ça rapidement ensemble. Pardon. On a le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui va intervenir à la plus grande conférence Bitcoin du monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est significatif, que la partie politique se met à comprendre, à utiliser et à promouvoir en fait Bitcoin finalement. Donc ça se passera à Las Vegas. Donc c'est du 27 au 29 mai, voilà, il me semblait que c'était vraiment très proche, donc c'est très proche. Et l'année dernière c'était à Nashville, et du coup Donald Trump avait fait une sensation, parce que du coup il avait essayé de gagner un petit peu les voix, justement pour pouvoir gagner les élections, en expliquant qu'il allait faire des États-Unis l'endroit rêvé pour n'importe quel investisseur crypto. C'est pas encore le cas, mais pourquoi pas à l'avenir. On a eu de nouveau aussi un hack donc de Lido, un protocole donc de stacking sur Ethereum. Vous voyez, ce genre de choses, ça fait plus du tout de bruit. On voit que les médias se servent de telle et telle chose à montrer pour mettre en place de la peur, ce que je trouve un peu catastrophique. Bref, en tout cas, on a eu un nouveau hack, mais cette fois-ci assez faible par rapport à ce qu'on a pu connaître. Les fonds utilisateurs n'ont pas été touchés. Que s'est-il passé concrètement? Et ben du coup, il y avait une petite faille de sécurité. Finalement, c'était un vol très petit de 1,46 Ether, donc c'est vraiment très peu. Il n'y a pas eu de quoi alerter entre guillemets de trop, mais c'est quand même intéressant de voir ces failles pour pouvoir justement les travailler et puis les corriger. Donc ça c'est vraiment très très important. Ensuite, Coinbase a failli copier en achetant énormément de Bitcoin, mais cela aurait pu la tuer. Alors ça, j'ai pas vu. Alors du coup, pour le coup, que c'est une plus grande plateforme. Brian Armstrong s'est updaté le modèle de stratégie qui va acheter massivement du Bitcoin. Ça aurait pu causer sa perte. Ok, pourquoi? Assez intéressant. Ouais, bon, ils en achètent, mais de façon modérée. De toute façon, Coinbase, ils sont quand même très très fortement reliés à l'écosystème crypto, déjà parce qu'ils ont développé Base, donc une plateforme de layer 2 d'Ether, et notamment parce qu'ils achètent aussi du Bitcoin, et puis de toute façon parce que c'est quand même l'un des plus gros qui détient donc pour ses clients les cryptos. Donc bref.
Mais effectivement, ils n'ont pas mis en place la stratégie de Michael Saylor. D'ailleurs, pour rappel, c'est quand même toujours lui, via la société stratégie que je vous montre là, et donc les différents achats de Bitcoin qui, en fait, comme d'habitude, relance fortement le marché, et on le voit encore parce que du coup on a eu de nouveau un achat hier, lundi, souvent c'est toutes les 2 semaines au pire entre guillemets, avec des fois des tout petits achats, pour expliquer qu'il est quand même toujours là, enfin des tout petits achats, on s'entend, c'est quand même 180 millions de dollars, mais par rapport à cet achat là, par exemple des 1 milliard 337 millions, tu vois que c'est un petit achat, et surtout il l'a acheté quasiment à 100 000 balles, donc c'est assez ouf. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que tu te rends compte qu'il a eu des prix à peu près propres, parce que du coup il a eu des prix qui étaient en dessous du marché, là où inversement pendant longtemps il avait des prix qui étaient au dessus du marché, et c'est aussi ça qui continue cette force d'achat de Bitcoin. Mais selon moi, le problème, c'est qu'en fait, c'est que lui ou beaucoup, ce gros type d'acheteur, qui fait en sorte que Bitcoin est aussi haut. Quand tu regardes vraiment le trading de Bitcoin et tout, tu vois qu'il n'y a que quelques milliards, c'est quand même beaucoup, qui permettent cet achat en termes de gestion de trading. Donc il faut quand même couvrir les frais qu'il y a derrière d'utilisation, pardon, avec les acheteurs, donc voilà, et ça lui fait monter encore une fois son prix. Donc on n'est pas encore, il n'a pas encore atteint une moyenne des 70 000 $. Je pense que cela fera un peu de bruit dans les médias, parce que ça va arriver, obligatoirement, parce qu'il va encore en acheter d'ici 2 semaines, un petit ou moins petit type d'investissement. Mais ça fera encore beaucoup de bruit. En tout cas, il en a acheté quand même pour quasiment 40 milliards de dollars. C'est assez ouf. Il est largement du coup en positif, parce qu'il gagne actuellement... on en est où là sur du... ça doit être ça, c'est du 7. Non, c'est pas ça. Il gagne plus que ça. Ah ouais, mais regarde, en payant tous ses flips, peut-être que ça. Bref, on a le NAV sinon qui est à 58, limite 59 milliards de dollars. Bon bref, c'est assez ouf ce qui se passe actuellement au niveau donc des achats de stratégie, et ce qui est très très bien, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a toujours pas de vente, et il y aura toujours pas de vente, du moins potentiellement pas cette année, normalement, en tout cas depuis c'est ce qu'il a annoncé, et même potentiellement pas l'année prochaine. Il avait dit jusqu'à 2027, on verra en tout cas s'il tient le coup, mais c'est assez important. Et d'ailleurs je voulais aussi vous montrer rapidement le calendrier économique, mais surtout Soso Value, pour qu'on puisse regarder les différentes entrées sur les ETF, notamment l'ETF Bitcoin Spot, qui a encore une fois de nouveaux et de nouvelles belles entrées. Là c'est 5 millions qui sont à peine rentrés lundi, mais c'est qu'en termes de semaine, on a fait quasiment une autre semaine donc de 1 milliard la semaine dernière, donc c'est vraiment assez fort. Au niveau des ETF spot Ethereum, c'est assez intéressant parce que du coup on est encore en retard, alors qu'on a Ethereum qui a vraiment largement surperformé, et ça c'est assez étonnant mine de rien, parce que du coup je m'attendais à avoir vraiment beaucoup d'entrées sur le TF Ether, et en fait on se rend compte finalement qu'il est quand même très très loin derrière Bitcoin, et que de toute façon il fallait quand même le savoir, c'est que Ether n'est pas Bitcoin, donc c'est complètement différent, et qu'il fallait pas l'analyser de la même façon, et heureusement d'ailleurs. Bref, donc du coup lundi il y avait rien de prévu, rien de spécial. Aujourd'hui qui a été très très attendu, c'était l'inflation, donc aux États-Unis. Donc qui a été flat, on va dire ça comme ça, avec une petite baisse là sur le corps ici, mais finalement voilà, c'est pas... En fait tout a été pricé, donc c'était vraiment ce qui a été annoncé, donc ça n'a pas fait plus de vagues que ça. Demain on va avoir les PPI, pas demain, jeudi pardon, et vendredi du coup la partie donc des permis de construire, qui est assez intéressant, parce qu'il faut quand même la corréler avec l'investissement, avec l'inflation. C'est des chiffres qui sont extrêmement importants pour Jérôme Powell à regarder, à savoir s'il peut enfin un peu lâcher les chevaux et mettre un petit peu plus d'investissement, de lâcher un petit peu plus d'argent ou pas. Donc ça c'est important. Et après on a le sentiment des consommateurs du Michigan qui est assez bas, mine de rien, par rapport à ce qu'on a sur les marchés. Je m'attendais à voir beaucoup plus haut, et finalement c'est assez bas comparé à ce qu'on a concrètement sur les marchés, notamment sur le S&P qui est très bien remonté. Bref, je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est quand même ça aussi fortement qui drive les marchés.
Même si Coinbase n'a pas copié MicroStrategy, enfin Stratégie maintenant, c'est assez intéressant. BlackRock alerte sur les risques liés à l'informatique quantique qui pèsent sur le Bitcoin. Ça, c'est très drôle que ce soit BlackRock qui fasse ce type d'annonce-là. D'ailleurs, vous avez une excellente vidéo de Asher qui nous a fait, je sais plus si je l'ai mis... Bref, parce que je l'ai regardé quand elle est sortie, elle explique assez bien, mine de rien, les peurs qu'il y a au niveau donc des ETF, du quantique. Hein. Tu vas revenir toi ou pas? Bref. Donc le quantique fait peur à tout le monde, mais en fait tu te rends compte, et il y a des tas d'études là-dessus qui, en fait... Arrêtez de penser que le quantique va casser Bitcoin. Ça n'est pas possible, d'accord? En vrai, c'est techniquement possible, c'est ce que je réponds à tous ceux qui sont assez fous. Parce que du coup, c'est techniquement un point que les gens peuvent voir arriver, mais factuellement, ça n'arrivera jamais. C'est pas possible, ok? Donc ça, il faut vraiment le retenir, et je pense que c'est assez important d'en être conscient, d'accord? Donc bref, que ce soit BlackRock qui explique qu'ils peuvent avoir du coup un problème avec le quantique, c'est assez ouf. Donc essayez s'il vous plaît de faire des vraies bonnes recherches plutôt que de voir le quantique inquiète l'écosystème crypto, ce qui n'est vraiment pas le cas du tout, hein, d'accord? Vraiment pas du tout. Tac, ensuite, accord trouvé entre la Chine et les États-Unis. Voilà, ça c'était ce qu'il fallait absolument suivre en ce début de semaine et ce qui a entre guillemets fait beaucoup de bien. Alors que en soi c'est quand même une mauvaise nouvelle. Je m'explique, c'est-à-dire que je vous ai expliqué la semaine dernière que ce qui allait être important de surveiller c'était donc le gros rendez-vous en Suisse qu'on allait avoir entre Donald Trump et Xi Jinping, donc les États-Unis et la Chine. Et en fait là où ils ont vraiment fait un coup de poker que je trouve assez ouf, c'est-à-dire que les frais de douane sont toujours là. Ils sont bien moindres que ce qu'on avait, donc comme ils l'ont annoncé, on est passé de 145% à 30%. Mais ce que je veux notifier, c'est qu'ils sont quand même à 30% plus haut que ce qu'il y avait avant. Et ça, personne ou tout le monde a l'air de s'en foutre, mais je comprends pas comment c'est possible que on puisse faire d'une très mauvaise nouvelle une bonne nouvelle. Et c'est ouf, c'est-à-dire qu'en fait, il a mis en place une stratégie que je trouve assez incroyable, dans le sens où tu dis, tiens, je vais faire peur à tout le monde, manipuler le marché, puis après dire qu'en fait ça va, et après dire qu'en fait ça va vraiment, alors qu'en fait non. C'est-à-dire que dites-vous que il y a que quelques mois, il n'y avait pas de surtaxe, et le marché était plus ou moins en bonne forme, ok? Et là, par rapport à il y a quelques mois, on passe quand même à 30% de taxes, c'est-à-dire que là, tout ce qui se passe aux États-Unis, hein, que ce soit pour nous, le vin, les micro-trucs et tout, donc nous c'est 10%, et la Chine c'est 30%, mais c'est plus que ce qu'il y avait sur les derniers mois. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier, et ça va flinguer quand même beaucoup de sociétés aux États-Unis, et en France aussi, et en Chine, parce qu'elles vont devoir payer ou trouver des solutions pour avoir ce type de points qui doit être le plus négligé possible. Bon bref, en tout cas c'est pour ça que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Ça n'a pas fait plus de bruit que ça parce que ça a été pricé, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'ils ont dit c'est ce qui était attendu. On a attendu est-ce que c'était que ça se passe bien, voilà, je trouve plus mes mots, et donc qu'il y ait une vraie baisse sur les tarifs, mais que ce soit pas à zéro non plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas à zéro, il y a une vraie baisse. Donc le pricing qu'on avait mis en place sur les marchés les semaines d'avant, quand on a eu cette annonce-là, a été donc évoqué, donc c'est bon. Là où on aurait pu avoir un changement drastique, c'est si jamais il y avait eu une coupure complète de toutes les taxes, ou alors un empirement de circulation, de discussion. Donc pour le coup ça s'est très bien passé. Ensuite 1,530 milliard, c'est Goldman Sachs qui accentue donc son exposition avec les ETF Bitcoin, notamment sur BlackRock et sur Fidelity, hein. Il essaie de pas mettre trop ces deux dans le même panier, mais bon voilà. On a Metaplanet qui fait encore une fois la même chose et il suit carrément mot pour mot, mais juste beaucoup moins fort que ce que propose Strategy. Il en a acheté quasiment 7000 Bitcoin, hein. Là où Stratégie en achète beaucoup plus, mais c'est ce qui permet encore une fois d'accentuer ce que je vous explique. Les gros acheteurs de Bitcoin font le jour et la nuit, et plutôt c'est eux qui font le jour actuellement, hein, sur Bitcoin. Ledger a sécurisé son Discord après une attaque qui a usurpé l'identité d'un modérateur. Même nous aussi on fait extrêmement attention à ça sur Discord, on a mis en place le plus de sécurité possible. Merci à ceux qui s'en occupent, hein, vous vous reconnaîtrez les amis, mais c'est juste assez exceptionnel le travail qui a été mis en place là-dessus.
Et du coup, la sécurité, même dans la partie centralisée des choses qu'on connaît, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup trop de hacks et d'attaques dans tous les coins. N'oubliez pas que quand ça pue, hein, j'aime bien vous dire ça comme ça, si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde, faites très très attention à vous. FTX, EU, etc., vous devez demander un remboursement, pas rester sur cette news-là qui est pas hyper intéressante. La news sur Ethereum, hein, qui a fait que d'augmenter 40% en une semaine, voire 100% depuis la baisse d'avril, c'est vraiment intéressant ce qui se passe là-dessus, on va pas revenir dessus, je vous montrerai les graphiques plus tôt. Condamné à 30 ans de prison pour avoir financé l'État islamique avec des crypto-monnaies. Ça, j'ai pas vu passer. C'est pareil. 364 mois de prison pour avoir envoyé 185 000 $ à l'État islamique. Lumière sur l'affaire. Ok. Ok. Eh ben, très bien. Comme quoi, au moins, ça vous explique qu'en fait, bah, finalement, c'est traçable quand même ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, on arrive, quand on fait à quelque chose de pas bien, on arrive à récupérer le truc. Hein. Donc, en fait, faites les choses bien, puis il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très très simple. Un stablecoin confidentiel sur ADA, voici les projets. Ça c'est ce que je vous expliquais, il faut faire attention et je vous en ai parlé déjà la semaine dernière. Mais on a une vraie guerre des gros hein, sur qui fera le vrai bon stablecoin. Est-ce qu'il faut faire un stablecoin algorithmique? Est-ce qu'il faut faire un stablecoin confidentiel? Là pour le coup c'est assez nouveau de la part de Cardano, je trouve ça intéressant et en même temps je me dis mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Parce que ils sont proches des États-Unis et les États-Unis détestent la confidentialité, notamment avec Monero, Zcash et ce genre de projets. Donc je sais pas trop où ils veulent en venir. Mais bon, écoutez, on verra bien. Ça y est, on a Coinbase qui intègre le S&P 500. Hein. Donc c'est une première pour une société crypto, ou du moins très proche crypto. Hein. Voilà, il faut savoir raison garder aussi de ce qui est expliqué là-dessus. Hein. Mais du coup, c'est assez ouf, c'est-à-dire qu'elle est rentrée donc, dans les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Donc vraiment une progression assez spectaculaire de la part de cette entreprise. Hein. On n'arrive pas à faire mieux, hein, si ce n'est Nvidia qui a fait mieux peut-être. Ensuite, à Dubaï, le gouvernement acceptera bientôt les paiements en crypto-monnaie grâce à crypto.com. C'est pareil, ça fait... Vous voyez que ça, c'est ce genre de type d'annonce, de bull run qui peuvent faire beaucoup de bruit pendant un vrai bull run. Et c'est ce qui a déjà été fait. Et là, on a un peu plus besoin de mots comme acceptera, on a plus besoin de accept. Un peu comme si on avait dit le Salvador acceptera potentiellement les... Non. Le Salvador accepte les cryptos en tant que moyen de paiement et pour tout le pays. Bam, ça avait fait un massacre, c'était assez ouf. Donc quand ils vont mettre ça en place concrètement, très bien. Et c'est intéressant de savoir qui ils ont choisi c'est pas du tout anodin parce que crypto.com, quand vous remontez hein, à avant, je sais plus comment ça s'appelait, ça avait un autre nom mais revenez dessus et c'était notamment développé par ce type donc d'endroit. Donc c'est assez ouf. Et d'ailleurs c'est Dubaï aussi qui était très très proche d'un autre projet de crypto. On va pas rentrer dans les détails de tout, sinon on va pas s'en sortir. Le Salvador achète de nouveau et toujours hein, du Bitcoin pour la 13e journée consécutive, alors qu'ils ont toujours un accord avec le FMI de ne pas en acheter. Encore une fois, ils arrivent à surfer sur la limite de la légalité, mais toujours dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à en acheter très peu, qui sont un équivalent en fait donc de ce qui a été mis en place par certaines personnes dans le pays. Pour pas rentrer dans les détails, donc du coup c'est pas catégorisé par le FMI comme un réel achat de Bitcoin. C'est pour ça qu'en fait pour l'instant ils s'en sortent encore bien et qu'ils sont à surfer entre guillemets sous les radars donc de ce que le FMI avait obligé de faire à Nayib Bukele, à savoir de ne pas acheter du Bitcoin. Donc pour l'instant moi je trouve ça très 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 drôle. En tout cas ça me fait vachement rire. On a Ivy, on en a parlé tout à l'heure, 40 milliards de dollars qui bat un nouveau record pour du coup la plateforme de lending qui est la première. Hein, donc c'est assez intéressant de voir ça maintenant parce que c'est encore une fois, je le répétais tout à l'heure, souvent un protocole qui est utilisé un petit peu en bear market pour voir ses fonds en crypto être... c'est pas multiplié mais en avoir de plus en plus grâce au stacking, etc. Ce genre de prêts. C'est un petit peu moins utilisé en termes de bull run et là on voit qu'en fait finalement c'est quand même assez utilisé aussi parce que du coup bah, c'est le protocole avec une TVL la plus grosse hein, actuellement, qui a dépassé quand même la partie sous Ether avec Lido, Eigen, Etherfi, etc. Donc c'est vraiment pas anodin donc, de ce qui se passe là-dessus. Alors bien évidemment la partie Ether quand tu les mets tous à côté ils sont toujours devant, mais
Pardonnez-moi, Ivy c'est toujours un protocole quand même qui est vraiment très très important et très intéressant. Bref, qui sont les gagnants du dîner avec Donald Trump? Vous n'avez pas oublié cette superbe news dont on avait parlé la semaine dernière, il me semble, parce que du coup, il y avait Donald Trump qui avait fait une annonce pour tous ceux qui achètent une grande quantité de Trump, donc de sa crypto qui sert à rien, de gagner un dîner avec lui, et le classement, ça y est, était complètement figé. Et donc le profil des gagnants soulève de nombreuses questions, ça sans blague. Entre l'influence étrangère et la fascination pour un même coin, c'est assez incroyable. En tout cas, on a des invités emblématiques qui sont bien évidemment largement connus, hein. En tête du classement, comme par hasard, on a Justin Sun, hein. Je trouve ça très drôle moi, mais bon bref. C'est donc un des mainners chinois qui a développé HTX notamment, Tron, et que vous connaissez, hein. Il avait donc plus de 18 millions de dollars en Trump, c'est un peu fou, hein, ça me fait vachement rire, mais bon bref. Ensuite on a la start-up, hein, parce que c'était pas que des personnes, hein. Il y a aussi des gens qui sont obligés d'être un peu gros là-dessus. C'est à Singapour aussi, encore une fois, comme par hasard, donc c'est Memcore, hein, bien évidemment. Et ensuite c'est Ting Xu, directrice du développement de Memcore, qui a réagi là-dessus, et on en a certains qui sont dessus, notamment Ken Wartig, un investisseur australien et fondateur d'Infinex. Bref, donc c'est assez drôle de voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Je sais pas s'il avait mis la liste officielle complète partout, je sais plus si Alex vous l'a communiqué, mais c'est assez intéressant de voir. Vous allez voir que vous connaîtrez pas forcément tout le monde, hein, heureusement d'ailleurs, mais moi je trouve ça fou, hein. Vous inquiétez pas, vous verrez pas mon nom ni celui d'Alex, on n'est pas assez fou pour acheter des millions de dollars de Trump, hein. Faut être complètement malade. Déjà faut les avoir les millions de dollars, donc bref. En tout cas, vous avez des analyses aussi on-chain sur Ether si ça vous intéresse. En France, on a The Blockchain Group qui vend 12 millions d'euros d'obligations pour acheter du Bitcoin, encore une fois. Donc ils font, on a vraiment cet effet stratégique qui est mis en place au monde entier avec Metaplanet en Chine, au Japon. On a donc les Chinois qui ont mis aussi en place une réserve avec ce qu'ils avaient déjà en réserve, hein, etc., etc., etc. C'est très intéressant. Et on va finir les news avec donc la malheureuse chose qui s'est encore passée aujourd'hui, avec une nouvelle tentative de kidnapping qui serait de nouveau liée avec les cryptos. Que s'est-il passé? Et c'est un peu chiant que les médias remettent fortement encore, je pense que vous l'avez forcément vu parce qu'Alex vous l'a mis cette vidéo, hein, qui est juste horrible, mais qui finalement c'est bien fini dans le sens où ils n'ont pas réussi, mais bref c'est catastrophique. Cette fois-ci c'est la fille d'un dirigeant d'une société de crypto-monnaie accompagnée de son enfant de 2 ans qui a échappé de peu à une tentative d'enlèvement ce matin en plein Paris, le Parisien qui nous cite ce truc là. Et ce qui m'embête, c'est qu'en fait le Parisien et tout ce type de médias relayent fortement sur de trucs, parce que le problème c'est que la peur attise la peur, hein. Donc en fait plus les gens ont peur, plus il y a des gens qui se disent tiens mais go, il y en a qui le font, je vais le faire. Donc il faut arrêter tout ça, il faut mettre en place de l'éducation. L'éducation c'est le plus important pour montrer aux gens que non, ça ne sert à rien d'aller kidnapper les gens dans l'écosystème crypto, s'il vous plaît. C'est même le pire truc que vous puissiez faire si vous êtes donc à vouloir faire des mauvais trucs. Donc arrêtons s'il vous plaît, passez un petit peu de temps à vous éduquer, à comprendre, et vous comprenez. Franchement, pour faire ce genre de bêtises, c'est clairement des gens qui savent pas ce que c'est que les cryptos. Quand tu sais ce que c'est concrètement que les cryptos, la technologie, comment ça fonctionne, mais jamais de la vie tu vas faire ça. D'accord? Jamais. Donc, il faut éduquer les gens. Et pour ça, on est là chez Bambofin. Je ne vais pas rester 65 bilans sur ce type d'annonce-là parce que ça me fatigue. Bref. Et rapidement, un point sur le marché. Mais si vous voulez les points un peu plus complets, vous savez que vous avez donc tous les jours, hein, pour tous ceux qui rentrent sur la partie donc... du point premium, Panda Premium qu'on a développé chez Bambofin. Vous savez que tous les matins mon associé vous fait un point sur le marché traditionnel crypto qui est juste exceptionnel, hein, parce que ça des gens qui vous font ça au prix auquel on vous propose, ça n'existe pas. Donc bienvenue à vous si vous voulez en profiter. Encore une fois je vous dis que ça changera à l'avenir, donc ceux qui veulent en profiter maintenant, bienvenue à vous. Bref, en attendant on a Bitcoin qui est toujours depuis donc ce week-end bloqué entre guillemets aux 104 000 $. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'annonce donc de la mise, enfin de la baisse des frais de douane avec la Chine n'a pas fait plus que ça de bruit, parce que c'était exactement ce qui avait été pricé et attendu par le marché sur cette dernière poussée quand on a vu les informations.
Donc mardi 6 mai qui avait propulsé cette partie là, donc pour l'instant très bien. Moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en fait ce sont des news centralisées qui ont propulsé tout ça, et vous savez un petit peu mon avis qu'il y a sur les news centralisées, c'est que c'est souvent racheté et reperdu, du moins sur Bitcoin, parce que Bitcoin est décentralisé. Par contre ce qui est à noter, c'est que on a la dominance de Bitcoin qui a largement chuté depuis donc notamment cette annonce de la semaine dernière. Et là encore, où on a Bitcoin qui repasse en dessous des 62,57%, et c'est notamment Ether qui arrive à driver de façon assez spectaculaire ce qui se passe actuellement, et c'est assez significatif d'un bull run finalement. Concrètement, quand on regarde rapidement les événements qu'on avait eu notamment à partir donc de février et mars 2021, là où on a vraiment eu un décrochage de la part de Bitcoin, on voit que donc c'était Ethereum qui avait donc fait le travail avant les autres, hein, c'est-à-dire que vraiment le gros point qu'on a eu pour avril-mai, c'est Ether qui avait fait le travail. Alors on est encore très loin hein, de voir ce travail là, hein. On voit quand même que c'est vraiment le début de quelque chose qui est assez important et qui avait été touché notamment en décembre 2020. Donc ce genre d'analyse là est assez important je pense à faire, et on n'a pas trop d'informations derrière, si ce n'est donc la chute qu'on avait eu après 2018, mais on était allé chercher au plus bas donc les 0,16 qu'on n'est pas allé chercher l'autre fois, parce qu'on est allé chercher donc les 0,18, donc on n'est pas allé chercher aussi bas mais pas loin. Bref, donc en tout cas voilà, le passé ne se reproduit pas forcément tout le temps, mais ça c'est très important, et je vous invite à faire ce type d'analyse, ou du moins à écouter, étudier un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Parce que Ethereum, ça y est de retour de nouveau encore quasiment hein, sur les 2600 $, donc c'est assez important et significatif que les gens veulent voir ce bull run arriver. Donc ça arrive toujours avec Ether d'abord. Alors n'entendez pas n'importe quoi quand je vous propose ça, hein. Ça veut pas dire que le bull run explose de partout et qu'il faut tout acheter n'importe quoi. Faites ce que vous voulez, mettre en place votre plan. N'oubliez pas que on n'est pas là pour pouvoir vous dire d'acheter ou de vendre, c'est pas du tout l'objectif donc de la société Bamboufine. On est là pour vous montrer et vous éduquer sur la finance, et notamment sur ce qui se passe, parce qu'en fait quand vous allez suivre ce qu'on vous propose, vous allez obligatoirement à avoir donc des connaissances que les autres n'ont pas, qui vous donne donc un accès à potentiellement gagner, mais surtout pas perdre de l'argent, et ça c'est très important. En tout cas non, je ne suis pas bear ou perma-bear sur l'écosystème crypto, hein, bien évidemment vous savez, et je vous le dis et je vous le répète encore une fois, que je sais très bien que cette année, en tout cas c'est mes convictions, on devrait voir Bitcoin aller chercher beaucoup plus haut que ce qu'on a déjà fait, des quasiment 110 000 $, on devrait aller chercher 150, 180, voire les 200 000 $, et cette année, hein, donc on a quasiment fait la moitié de l'année, donc non, je ne suis pas perma-bear. Par contre, oui, effectivement, il y a certains points qu'il ne faut pas négliger au niveau de la macroéconomie, notamment que les États-Unis n'ont pas encore lancé la machine à billets de façon forte, qui permettrait donc d'aller beaucoup plus haut sur ce type d'actifs là, mais ça va arriver. Donc oui, il y a encore des possibilités qu'on aille chercher des points, notamment sur les 73 000, même si c'est de plus en plus compliqué. Mais non, je ne suis pas perma-bear, surtout pas sur Bitcoin. Quand je vous explique tout ça, c'est notamment sur certains altcoins que j'expliquais un petit peu ces points là, et souvent ça m'a donné beaucoup raison, hein. L'objectif c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, mais notamment ce qui m'avait été important de voir avec vous, c'était que le point du mois d'août, tout le monde pensait que c'était le plus bas, ce qui a quasiment été le cas hein, finalement sur Bitcoin, parce que du coup le mois d'août, hop, on était ici, donc aux 50 000 $, donc effectivement sur Bitcoin, mais c'est encore une fois pas le sujet que je vous explique là-dessus. Par contre sur Ethereum, eh ben, ceux qui avaient décidé d'acheter au mois d'août, bah, pourquoi pas, c'était 2100 balles, mais quand même on est allé chercher beaucoup plus bas, à savoir les 1300 balles sur Ether, et je vous parle même pas de certains autres altcoins qui sont aller chercher encore plus bas hein, sur plein d'autres points. Bref, donc non, je ne suis pas perma-bear. Oui, l'écosystème crypto va monter et encore beaucoup plus haut, et je fais partie des gens qui pensent que Ethereum pourra aller chercher les 10 000 $ sur ce cycle-là potentiellement cette année. D'accord? Est-ce que c'est une façon de vous expliquer de façon cachée qu'il faut acheter maintenant? Oui, non, je m'en fous. En vrai, c'est pas mon objectif. Par contre, je veux que vous compreniez pourquoi je vous dis ce que je vous dis et pourquoi il se passe ce qui se passe. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que de voir Ethereum gonfler comme ça et de pas comprendre pourquoi, ça c'est pour moi un problème. Alors que là, quand vous suivez les lives et les vidéos que je vous propose, vous comprenez pourquoi on a eu ce type
d'annonces, d'explosion entre guillemets sur Ether, comparé à Bitcoin, etc. Pourquoi on a eu cette montée là aussi sur Bitcoin, pourquoi on n'en a pas eu ce week-end alors que c'était des bonnes nouvelles, etc., etc. Tout ça, vous devez comprendre pourquoi, parce que quand vous comprenez pourquoi, vos investissements à l'avenir seront juste très simples, d'accord? Et c'est ça qu'on veut vous faire passer chez Bamboo Fin. Donc n'oubliez pas les amis, après je vais rester comme d'habitude rapidement en live avec ceux qui nous suivent, qu'il faut que vous appreniez aujourd'hui et que vous investissiez seulement demain, d'accord? Ne regardez bien évidemment pas ça avec aujourd'hui spécifiquement, en gros ça veut vous dire que vous devez d'abord apprendre et après investir. Et quand vous faites l'inverse, et c'est le cas quasiment malheureusement de tout le monde, ben vous allez vous prendre des gros murs, apprendre et après repartir sur de bonnes bases. Si vous voulez éviter les gros murs et prendre que des petits murs, vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous ceux qui nous font confiance. Merci à vous les amis, en tout cas vous avez compris qu'on n'est pas pareil que beaucoup d'autres sur l'écosystème crypto et sur les présentations qu'on vous fait. C'est l'objectif aussi qu'on a avec mon associé. Donc bref, merci à toutes et à tous, je vous laisse là, je reste avec ceux qui sont en live et en tout cas ceux qui sont sur la rediffusion sur YouTube. Ciao et bonne semaine à vous.